Sommes-nous les jouets? Peut-être sommes-nous tous à la merci de notre programmation biologique. Nos actions ne déterminent peut-être pas notre avenir. Et si le futur pouvait changer le passé? Le libre arbitre est-il juste illusoire ou existe-t-il vraiment? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. Selon les Grecs de l'Antiquité, le chemin de chacun est tracé à sa naissance. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas échapper au destin que les dieux ont choisi pour nous. Le libre arbitre est une illusion. Aujourd'hui, certains scientifiques leur donnent raison. Nos destinées sont vraiment prédéterminées. Non pas par la volonté d'être céleste, mais par les rouages de notre cerveau et les lois fondamentales qui gouvernent le temps et l'espace. Le libre arbitre existe-t-il ou sommes-nous que des marionnettes suspendues à des fils invisibles? Un jour, alors que j'étais à l'école primaire, je me suis attiré des ennuis. Je suis sorti de la salle de classe en courant et j'ai foncé droit sur un instituteur qui m'a ensuite présenté à mon premier professeur de théâtre. Où cours-tu comme ça? C'était le début de ma carrière d'acteur. Les choses auraient pu se passer différemment. Ou bien était-ce écrit? La réponse se trouve peut-être dans les cieux. Comme beaucoup de sportifs, Dennis Sheffer veut savoir ce qui fait avancer ses adversaires. Chercheur en psychologie à l'Université d'État de l'Ohio, il trouve des réponses à ces questions. En effet, il étudie les forces cachées qui contrôlent notre manière de nous déplacer. J'ai commencé par étudier comment, au baseball, les joueurs de champ attrapaient les balles montantes. Ensuite, mon intérêt pour la perception visuelle et les sports m'a amené à étudier comment les gens s'orientent dans leur environnement. Peu d'entre nous sommes conscients des mécanismes sous-jacents qui guident notre comportement. On n'est pas conscient de la plupart des moyens mis en œuvre pour attraper ou lancer une balle de baseball. Par exemple, l'endroit où je place mon bras pour lancer, où je positionne mon gant pour attraper la balle. Il est très important d'automatiser autant de processus que possible. Comme ça, vous passez moins de temps à y penser consciemment, à essayer de vous rappeler ce que vous êtes censé faire. Nous aimons penser que notre conscience a le dernier mot sur nos actions. Mais est-ce vraiment elle qui décide? Ce que vous pensez faire correspond-il à ce que vous faites réellement? Oups. Dennis et ses étudiants ont mis au point une expérience pour le découvrir. Ils ont installé 9 caméras pour suivre les mouvements d'un homme, d'une femme et d'un chien. Dirige-la un peu plus vers le terrain où ils vont courir. À tour de rôle, ils essaieront d'attraper un frisbee. Pour ce faire, tous adoptent des stratégies différentes. Celle de Jason repose sur la vitesse. Dès que j'ai le frisbee en vue, je ralentis ou j'accélère en conséquence. Jamie prévoit de courir parallèlement au frisbee. J'essaie de rester sous le frisbee pendant ma course pour pouvoir l'attraper au moment où il commence sa descente. Merlin, le chien, lui, n'a vraisemblablement pas pensé à une stratégie. À l'aide des données collectées par les caméras, Dennis reporte les mouvements des cobayes et de leurs cibles. Il choisit un endroit dans l'arrière-plan comme point de référence, puis représente la trajectoire du frisbee telle qu'elle apparaît pour les 3 sujets. Il se dégage un motif familier. On a là une vue du frisbee de la perspective de celui qui court. On voit le frisbee s'élever par rapport à l'arrière-plan. Ensuite, il se déplace relativement en ligne droite et à vitesse constante jusqu'à ce que le sujet soit suffisamment prêt pour l'attraper, comme on peut le voir ici. Peu importe ce que les 3 sujets croient faire, tous suivent le même tracé. C'est ce qu'a observé Dennis, test après test.
Le plus surprenant dans ces résultats, c'est que pour attraper des frisbees, les chiens utilisent la même stratégie que les joueurs de champ pour attraper les balles montantes. Cela montre que le mécanisme sous-jacent à l'origine de notre comportement est universel. Il n'est pas spécifiquement lié ni à l'espèce ni à la cible. Cela peut être une balle, un frisbee ou autre chose. Quand vous essayez d'attraper un objet en plein vol, vous croyez que c'est vous qui commandez. Mais sous le niveau conscient, votre corps exécute des dizaines de programmes qui contrôlent vos actions. Nous pensons contrôler consciemment nos mouvements, mais il n'en est rien. On n'est pas maître de nos actions quand on poursuit une cible. On peut se croire bon pour ça, et en fait, si on est mauvais, c'est parce que notre conscience ne coïncide pas avec les mécanismes guidant notre comportement quand on intercepte des objets en plein vol. Imaginez devoir consciemment contrôler tous les muscles qu'il faut pour bouger, faire un pas, prendre une inspiration, manger ou digérer. Votre cerveau est capable d'accomplir simultanément toutes ces tâches, et plus, sans réclamer votre attention. Mais sur toutes les actions que nous pensons décider consciemment de faire, combien sont en réalité automatiques et prédéterminées? Et si l'idée que nous contrôlons nos décisions n'était qu'illusoire? Jusqu'à récemment, John Dylan Haynes, un neuroscientifique installé à Berlin, aurait réfuté cette idée. Puis il a commencé à examiner le cerveau des gens à la recherche des racines du libre arbitre. Ces découvertes ont remis en question toutes ses considérations sur sa vie. Les êtres humains ont tendance à être dualistes, c'est-à-dire qu'ils voient le corps et l'esprit comme deux entités indépendantes. De récentes imageries cérébrales semblent indiquer une corrélation bijective entre ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps. Aujourd'hui, John va faire passer une IRM du cerveau à Dennis. Des séries de 3 lettres aléatoires apparaîtront à l'écran. Dennis réagira à ces séries de lettres en appuyant sur un bouton rouge avec sa main gauche ou sa main droite. C'est à lui de décider. L'IRM montrera à quel moment il décide d'appuyer sur le bouton et un ordinateur enregistrera le moment exact où il appuiera dessus. Le sujet réalise sa tâche. Voici ce qu'il voit à l'écran. Une séquence de lettres. Et à un moment, il peut décider d'appuyer sur le bouton à gauche ou à droite. Et il doit nous dire quelle lettre était à l'écran quand il a fait son choix. Là, le sujet voit défiler les lettres. Il n'a pas encore pris sa décision. Ça y est, il l'a prise. Et maintenant, il doit nous dire quelle lettre était à l'écran quand il s'est décidé. Les imageries cérébrales montrent les unes après les autres que Dennis a décidé d'appuyer sur le bouton de droite ou de gauche environ 1 seconde avant de le faire. Mais un autre type d'activité cérébrale inconsciente apparaît bien avant qu'il ne prenne consciemment sa décision. Vous voyez là les images du cerveau. La prise de décision a lieu ici, dans le cortex préfrontal, et dans cette région du lobe pariétal médian. L'information semble rester ici quelques secondes. Et ensuite, elle se déplace dans l'aire motrice supplémentaire, située ici. De là, elle va dans le cortex moteur, qui contrôle directement nos mouvements. Il y a donc tout un enchaînement d'étapes. D'abord l'activité inconsciente dans ces zones-ci, et ensuite l'activité consciente dans ces autres régions cérébrales. Dennis est censé prendre une décision au hasard. Mais il s'avère que 10 secondes avant qu'il ne décide d'appuyer sur le bouton, son subconscient a déjà fait son choix. Vous pensez que quand vous prenez une décision, vous êtes libre de choisir entre telle ou telle option. Mais si votre cerveau s'est déjà activé et qu'il a commencé à préparer votre choix 10 secondes auparavant, cela suggère que la prise de décision n'est qu'une illusion. En réalité, c'est votre activité cérébrale antérieure à ce moment qui l'a déterminée. On peut prendre des décisions, mais on ne peut choisir que ce que notre inconscient a déjà décidé pour nous. Donc, oui, nous contrôlons nos décisions, mais seulement d'une façon déjà prédéterminée par le comportement de notre cerveau. John admet qu'il n'est pas facile de tester des décisions importantes comme se marier ou s'acheter une maison à partir d'imagerie cérébrale. Néanmoins, pour lui, la conclusion inéluctable tirée de son expérience est que ce n'est pas nous qui gouvernons. Quand on prend une décision, on a l'impression d'être complètement libre de choisir diverses options. Nos expériences montrent que cette idée est une illusion. On n'est pas libre de prendre telle ou telle décision. On est déjà préprogrammé par notre activité cérébrale. Ce qui va se passer est déjà évident dans une certaine mesure. Nous courons après une illusion. Le libre arbitre ne relève-t-il que du fantasme? Selon ce neuroscientifique, il est réducteur de ne voir en nous que des automatismes. Si nous voyons plus loin, nous pouvons trouver une porte de sortie menant à la liberté.
Il y a 2500 ans, un Indien du nom de Siddhartha Gautama pose l'idée d'anatta ou non-soi. Une notion selon laquelle notre cerveau et notre corps ne sont qu'une combinaison de parties physiques et que le soi est une illusion qui émerge du fonctionnement de toutes ces parties ensemble. Plus tard, on a donné un autre nom à Siddhartha, celui de Bouddha ou l'éveillé. Sa vision des choses est remarquablement proche de celle des neuroscientifiques actuels. Mike Gazzaniga est appelé le père des neurosciences cognitives. Après avoir exploré le fonctionnement du cerveau pendant 4 décennies, il en est venu à la conclusion que le soi intérieur est ni plus ni moins que le produit d'impulsions électriques traversant le tissu neural. Rien de plus, rien de moins. C'est le cerveau qui produit notre vie mentale. Là-dessus, pas de doute. Elle vient de ce truc. La relation entre la vie mentale et la chose qui la produit est interactive. Une métaphore pour aider à comprendre cela est la distinction entre le matériel informatique et le logiciel. L'ordinateur n'est rien, ne sert à rien sans logiciel. C'est le logiciel qui fait que l'ordinateur va marcher et produire telle ou telle fonction. Mon argument est que le cerveau est similaire. Les couches mentales et physiques interagissent d'une manière ou d'une autre pour produire ces merveilles que sont la conscience et la cognition. Donc, nous sommes juste des machines biologiques. Juste, c'est le pire des mots. Juste des machines. Nous sommes de fabuleuses machines. Mais des machines, qu'elles soient biologiques ou mécaniques, peuvent-elles contrôler leur destin? Mike pense que oui. Nous sommes peut-être remplis d'automatisme, mais à un niveau supérieur de fonction du cerveau, nous sommes capables de faire des choix en toute liberté. Pour comprendre cela, Mike nous encourage à observer l'homme comme un physicien observe la nature, comme un ensemble de systèmes complexes qui émergent de systèmes simples. Connaître le fonctionnement d'un niveau n'aide pas nécessairement à la compréhension d'un autre. Le concept d'émergence désigne le fait qu'on ne puisse pas, à partir d'une entité physique comme l'eau, à un niveau d'organisation donné, expliquer un autre niveau d'organisation, comme la formation des vagues dans l'océan. Cela implique un ensemble de principes d'un genre différent. Et ce n'est en aucun cas en comprenant l'eau que vous pourrez comprendre la formation et le fonctionnement des vagues. Notre cerveau, avec ses multiples niveaux, n'est pas un système isolé. En réalité, il est comme une voiture. Les voitures sont des machines constituées de pièces, chacune avec une fonction bien précise, mais toutes forment ensemble un système complet. Mais les voitures ne sont pas faites pour être des objets isolés. Elles sont censées partager la route avec d'autres véhicules, tout comme nos cerveaux sont conçus pour interagir avec les autres. Et pour Mike, c'est à ce niveau-là que le libre arbitre existe et qu'émerge la responsabilité individuelle. Si vous étiez seul au monde, le concept de responsabilité individuelle n'existerait pas. Qu'est-ce que cela signifierait? Rien. Il n'y aurait personne à qui rendre des comptes. La responsabilité individuelle naît des interactions qui ont lieu quand il y a plus d'une personne. Chaque fois que nous prenons une décision, notre choix a des répercussions sur les gens autour de nous. Et ils nous puniront si nous ne respectons pas les règles de la société. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'options, mais nous sommes responsables de nos actes. Pour qu'un système fonctionne, ces parties doivent pouvoir être tenues responsables de leurs actions. Nous obéissons à un ensemble de règles, mais libre à nous de faire des choix dans le cadre de ces limites ou libre à nous de les ignorer complètement. La liberté signifie s'informer plus pour devenir toujours plus intelligent et plus sage afin de nous adapter au monde qui nous entoure. C'est ainsi qu'on peut définir la liberté. Mais pour ça, on a besoin de cette belle machine mécaniste qui accomplit toutes ces choses. C'est plutôt chouette. Mais que se passe-t-il quand nous dépassons le stade des interactions individuelles et que nous passons au niveau supérieur, celui du comportement de masse? Des sciences d'un nouveau genre révèlent que nos sociétés obéissent à des règles aussi prévisibles que celles régissant le mouvement des planètes. Cet homme les utilise pour deviner le futur et voir s'il existe un espoir de le changer. Beaucoup de chrétiens disent « Dieu nous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes tous responsables de nos actions. »
Mais dans d'autres religions, on croit que notre destin est déterminé à la naissance par Dieu. Quelle marge de liberté avons-nous réellement? La société impose des limites à notre libre arbitre. En fait, une nouvelle science prétend pouvoir utiliser des équations pour prédire avec précision les comportements futurs de groupes de personnes. Sommes-nous tous des prisonniers du destin? Sean Morley est double champion de décathlon de Nouvelle-Zélande. Il comprend que la maîtrise de certains fondamentaux aboutit au résultat désiré. Sean est aussi physicien. Après avoir travaillé sur les nanotechnologies, cet esprit vif s'est intéressé aux problèmes du monde qui l'entoure. Pourquoi toutes ces maladies et ces épidémies qui se propagent dans le monde? Pourquoi les marchés financiers s'effondrent-ils? Pourquoi ces conflits et ces insurrections incompréhensibles? C'était de très grandes questions que je me posais à un moment où l'on commençait à avoir assez de données disponibles en ligne. Il devenait possible de transposer les techniques utilisées en physique expérimentale au monde qui nous entoure pour le comprendre. Les physiciens décrivent la nature en utilisant le langage mathématique. Le comportement humain ne semble pas relever de ce domaine, mais pour Sean, il est aussi peut-être réduit à la prévisibilité mathématique. Le saut de haie répond à un ensemble d'équations physiques. C'est quelque chose de très prévisible. En mesurant la force avec laquelle on franchit une haie, on peut prédire quand on finira la course. La physique newtonienne s'applique en athlétisme. Quand on étudie le monde des insurrections et des cracks financiers, c'est le monde de la physique non linéaire, c'est le chaos. C'est un autre genre de physique, mais ça reste de la physique. Quand on regarde des oiseaux de près, leur comportement nous semble chaotique. Mais quand on recule, on observe des modèles à l'œuvre. La même chose s'applique aux groupes de personnes. Quand vous regardez des gens se déplacer dans la foule, ils cherchent, sans nécessairement en être conscients, à optimiser quelques équations de base comme aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, mais en évitant les obstacles. Alors ils ont tendance à suivre la personne devant eux qui fait un peu office de tampon. Donc on commence à voir ces gens formés comme des petits trains qui se déplacent dans leur environnement. Ces trains ne durent que le temps de quelques secondes ou quelques minutes avant de se défaire à nouveau. Si vous mettez ensemble ces variables, réaction, vitesse et cible, et si vous y ajoutez un large groupe de personnes, vous pouvez commencer à modéliser ça. Avec ces 3 ou 4 variables, tout à coup, les seins de personnes cessent d'être aléatoires et commencent à devenir prévisibles. Sean voit les choses ainsi. Des règles sociales simples font apparaître des modèles globaux. Si vous arrivez à comprendre les modèles, des événements en apparence chaotiques deviennent prévisibles et vous pouvez trouver des moyens de changer les modèles. Plus nous agissons comme un groupe, moins nous pensons en tant qu'individus. Nous mettons notre cerveau en mode pilotage automatique et suivons la foule. En fait, les urbanistes ont appris à manipuler notre comportement collectif proche de celui des fourmis. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les gares ferroviaires ou d'autres vastes endroits publics, il y avait en plein milieu quelque chose comme un guichet? Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'ajout d'un obstacle fluidifie la circulation des personnes. L'obstacle fluidifie la circulation parce qu'il sépare la foule. Il rend les gens plus conscients de ce qu'ils doivent faire. Il coupe le pilotage automatique pour se frayer un chemin. Les guerres ont empoisonné l'humanité tout au long de son histoire. Et si on pouvait les voir venir? S'il était possible de prévoir le point de départ d'un conflit pour ainsi prendre des mesures préventives? Sean et ses collègues de la compagnie d'analyse de données Quid collectent toutes les informations disponibles sur les conflits du monde entier. Ensuite, ils recherchent des motifs à partir du chaos apparent. Ils ont acquis une certaine réputation dans le secteur de la défense en surveillant le développement de l'insurrection en Irak. On a l'ensemble des actions de dizaines de milliers d'individus différents en Irak et aux États-Unis. Ces actions réunies créent une signature statistique dont aucun de ces individus n'est conscient. Sean a découvert une relation mathématique directe entre le nombre d'attaques et leur taille. C'est une ligne parfaitement droite. De toutes les possibilités qui existaient, c'est celle-là qui ressort. Et les mêmes motifs se répètent dans d'autres conflits armés de la planète. De l'Irak à la Colombie, en passant par l'Afghanistan et l'Indonésie. On peut commencer à prédire avec beaucoup de précision la taille probable d'une attaque à une période donnée du conflit. C'est presque comme si quelqu'un avait placé chacun des points. Mais bien sûr, personne ne place de points. Il s'agit de gens qui essaient de s'entretuer. Mais une fois le motif repéré, une fois que nous savons ce que nous réserve le futur, est-il possible de le changer? Si on veut un avenir d'un genre différent,
On doit amener le conflit dans une autre direction. En tant qu'être humain, on a des décisions à prendre. Choisir les groupes à cibler, réfléchir à si on doit attaquer de grandes organisations ou des petits groupes, agir au sommet ou à la base. On a découvert des motifs représentant le monde, mais on veut trouver ceux qui nous montreront comment il sera, en fonction de nos décisions. Plus nous avons de données, et plus nous pouvons contrôler notre destinée. Mais aurons-nous un jour suffisamment de données? Tout au long de son histoire, empire après empire, l'homme a découvert combien il n'est pas facile d'altérer le cours des affaires du monde. C'est peut-être parce que, comme les Grecs de l'Antiquité le soupçonnaient, nous pouvons changer de petites choses dans notre vie. Mais au bout du compte, nous sommes tous à la merci de la fatalité du destin. Le libre arbitre, ce n'est pas soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est oui mais. Oui, j'exerce mon libre arbitre. Par exemple, sur la piste, je peux choisir de monter ou de descendre les haies. Je peux sélectionner celles que je vais franchir, mais je ne peux pas choisir d'enlever la gravité. Quand j'entre dans un conflit, je peux choisir, dans une certaine mesure, comment je vais agir en Irak. Mais je ne peux pas changer la signature mathématique qui sous-tend la façon dont je risque de mourir. C'est très dur pour nous en tant qu'humains de comprendre cela. Qu'on puisse d'un côté avoir le choix et d'un autre ne pas l'avoir. Isaac Newton voyait l'univers comme une horloge géante, d'une belle complexité, mais complètement prévisible. Avec assez d'informations, on pourrait savoir tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin des temps. Au XXe siècle, notre exploration du monde subatomique a réduit en miettes cette vision d'un univers prédictible. Dans le monde quantique, rien n'est déterminé tant qu'il n'y a pas d'observation. Mais imaginons qu'il existe un niveau en dessous, à une échelle beaucoup plus petite que celle du monde quantique. Ce niveau serait aussi prévisible que l'univers imaginé par Newton, mais obéirait à des lois encore insaisissables pour nous. C'est ce que soupçonne le physicien néerlandais Erhard et Hooft, lauréat d'un prix Nobel pour son rôle dans le développement du modèle standard de la physique des particules, notre meilleure description du monde quantique. Si la physique ressemble un peu à un jeu d'échecs, on peut dire que Erhard en est un grand maître. Si vous ne connaissez pas le jeu, les pièces ont l'air de se déplacer de manière complètement imprévisible. On peut en dire de même des objets quantiques. La physique quantique suggère qu'il est impossible de connaître simultanément la position et le mouvement d'une particule. C'est le principe d'incertitude quantique. Une particule peut être sur cette case ici ou là, mais pas entre les deux. Ou une particule est là, ou elle n'est pas là. Très bien. Mais il y a un autre aspect de la mécanique quantique qui est très étrange. C'est le phénomène d'interférence. Les particules peuvent être à cet endroit, ou ici, ou là. Mais on dit aussi que les particules peuvent être à ces différents endroits à la fois. On parle de position indéterminée. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'incertitude quantique a été testée et vérifiée à de multiples reprises. La mécanique quantique est une superbe théorie, mais elle n'est pas assez bien à mon goût parce que d'une certaine façon, elle défie la logique ordinaire. Pour trouver de la logique dans le monde quantique, Erhard sonde les fondamentaux mathématiques de la théorie quantique. En travaillant à une échelle dépassant l'entendement, il est parvenu à la conclusion que, malgré l'apparent caractère imprévisible des particules quantiques, tout ce qui existe suit un ensemble de règles strictes et l'univers contrôle bel et bien notre destin. J'aime à penser que l'univers est comme une machine à calculer, ou un ordinateur géant, qui ne serait pas tellement différent de votre ordinateur portable, sauf par sa taille ou par sa vitesse. L'univers calcule de façon extrêmement rapide et possède une mémoire vraiment gigantesque, contrairement à n'importe quel objet fabriqué par l'homme. Nos ordinateurs fonctionnent en utilisant un code binaire composé de 1 et de 0. Mais alors, où se trouvent le 1 et le 0 dans l'univers? Tout est une question d'échelle. Avec une vue normale, nous pouvons, pour la plupart, repérer une pièce de monnaie par terre. Mais selon Erhard, repérer une pièce miniature sur ce trottoir miniature est presque impossible. Et il se penche sur quelque chose d'exponentiellement plus petit que cela, de plusieurs milliers de milliards de fois plus petit qu'un atome. Il s'agit de l'échelle de Planck, l'échelle de mesure la plus petite de l'univers. Ce niveau fondamental de l'existence contiendrait les bits élémentaires d'information qui sont au cœur de la création. Il les appelle les existables et les transformables.
Ce sont des particules produisant uniquement des réponses binaires, soit oui, soit non, mais jamais peut-être. Ce niveau existe très loin en dessous du monde quantique que nous observons aujourd'hui. C'est à cette échelle que tout se passe, que tout devient déterministe. Les calculs de Erhardt indiquent qu'à l'échelle de Planck, l'univers n'est pas un échiquier où les pièces se déplacent bizarrement et font de grands sauts. Il est un damier, un monde binaire où une case affecte uniquement celle d'à côté. Imaginez un damier avec des milliards et des milliards de cases vues de très très loin. On ne peut plus suivre en détail ce qui se passe. On dirait que c'est le chaos, que les choses ne sont pas déterminées. À mon avis, c'est pour cette raison qu'en mécanique quantique, on ne peut plus prédire les choses avec une précision infinie, car on ne contrôle plus du tout ce qui se passe dans les moindres détails, comme on le voudrait. À son niveau le plus profond, l'univers est peut-être un énorme damier, et tout ce qui s'y passe est le produit de ses mouvements. Mais au niveau de la réalité que nous percevons, nous ne pouvons pas voir ces mouvements basiques. Bien que nos actions soient en fin de compte déterminées par l'univers, nous avons l'impression de faire nos propres choix. Mais selon ce physicien, le flou de la mécanique quantique autorise l'existence d'un libre arbitre authentique. Il affirme que les causes et les effets ne sont peut-être pas ce qu'on pense, car le futur peut parvenir jusqu'à nous et affecter le présent. Le concept hindou de karma soutient que tout acte, bon ou mauvais, aussi insignifiant soit-il, se répercutera au final sur la personne qui l'a accompli avec un impact égal. Le karma est la loi morale de la cause et de l'effet. Mais si ça marchait en réalité à l'envers, et si nos actions futures affectaient notre passé? Ce physicien porte un nouveau regard sur la mécanique quantique. Pour lui, le libre arbitre est inscrit dans la structure fondamentale de l'univers. Ken Wharton est professeur à l'Université d'État de San José en Californie. Depuis tout petit, il est fasciné par l'idée que les lois fondamentales de la nature peuvent expliquer presque tout de notre existence quotidienne. Quand j'étais gamin, mes parents faisaient des films de nous et on les regardait avec le projecteur. Après avoir regardé le film, il fallait le rembobiner. Et on pouvait le rembobiner en laissant le projecteur allumé. Ce qu'on faisait souvent. Et on rigolait car c'était drôle de voir tout ça défiler à l'envers à toute vitesse. Et mon père était physicien et il me disait, je m'en souviens très bien, Ken, tout ce que tu vois ici obéit toujours aux mêmes lois de la physique, quelle que soit la direction dans laquelle ça défile. Et j'ai toujours essayé de venir à bout de cette question. Comment des choses qui semblent si différentes peuvent obéir aux mêmes lois de la physique? Les lois de la physique peuvent-elles aussi prédire les choix des gens? Existe-t-il des règles fondamentales qui font que quand tout se met en mouvement à partir d'un point de départ donné, cela ne peut conduire inévitablement qu'à un seul et un seul dénouement possible? C'est ce que pensait Einstein. Selon sa théorie de la relativité, nous vivons dans un univers bloc, dans lequel tous les endroits de l'espace et tous les instants du temps sont disposés comme sur une bobine de film. Le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Par conséquent, pour Ken, le futur peut affecter le passé tout comme le passé affecte le futur. Le futur n'est pas juste une suite d'événements aléatoires. Il y a des corrélations entre le présent et l'avenir que l'on peut prédire. C'est le rôle de la science. Et quand on fait ces prédictions, il est plus naturel de considérer l'univers comme une structure continue plutôt que comme un paquet d'images découpées et étalées partout sur le sol. Ken pense que tous les événements, même quantiques, ont un point de départ précis et un point d'arrivée précis. Mais il y a de l'incertitude quant à ce qui se passe entre les deux. Le moyen d'expliquer cela, c'est par la rétrocausalité. L'idée que c'est notre choix futur qui cause cette incertitude. La rétrocausalité signifie que le futur affecte le passé. Le début et la fin d'un événement sont figés dans le temps. Mais Ken affirme que la physique quantique crée de la flexibilité au milieu. Et cette flexibilité nous offre la chance de contrôler notre destin.
Dans la conception newtonienne de l'univers horloge, l'état initial et les lois de la physique déterminent tout. Il n'y a pas de liberté en raison de cet état initial. Dans un univers où le temps est symétrique, ce n'est pas forcément vrai. Car si quelque chose dépend de l'état initial, mais également de l'état final, alors les événements intermédiaires ne sont pas prédéterminés, au sens qu'ils ne sont pas déterminés par l'état initial. Au final, ils seront peut-être déterminés, mais il y a une marge de manœuvre plus grande pour le libre arbitre. Autrement dit, le point d'arrivée de notre destin est peut-être figé, mais nous ne savons pas exactement comment nous l'atteindrons. Le futur donne de la structure et du sens au passé. Il impose de l'ordre à un désordre apparent. Mais il peut être déterminé par nos choix. Voici deux boîtes de films identiques. L'une d'elles contient du film, l'autre est vide. Je ne sais pas où est le film, alors je choisis au hasard et il se trouve que j'ai deviné. Je rechoisis au hasard et j'ai encore raison. Si je fais ça 1 million de fois et que je trouve à tous les coups, alors je me dis qu'il se passe un truc bizarre. Quelle est la cause? Quelle est la conséquence? Est-ce la situation de la bobine qui cause mon choix et m'enlève tout libre arbitre? C'est le phénomène de causalité ordinaire auquel on est habitué. Mais à une échelle microscopique, si vous considérez l'univers avec cet aspect symétrique du temps, il est beaucoup plus naturel de penser que c'est mon futur choix qui détermine cette variable cachée passée, la position du film, et non l'inverse. Je ne sais pas ce que je vais décider dans 1 minute. Pourtant, cette décision sera prise, elle sera déterminée. C'est l'exemple parfait d'un truc que j'ignore, qui n'est sans doute pas déterminé juste par le passé, mais qui néanmoins sera au final déterminé. Le débat sur « sommes-nous libres ou pas de choisir notre destin ?» fait rage depuis des milliers d'années. Il pourrait durer encore pendant des millénaires. Peu importe qui a raison. Au fond, nous avons la sensation que le libre arbitre existe, n'est-ce pas? Et si croire qu'on a le choix était essentiel à la survie de l'espèce humaine. En 1994, un jeune homme du nom de Jonathan Schooler lit un livre du prix Nobel de sciences, Francis Crick. Ce dernier écrit « Vous n'êtes en fait rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui leur sont associées. » Le Jonathan Schooler en question est devenu neuroscientifique. Aujourd'hui, il est professeur vedette à l'Université de Californie à Santa Barbara. Mais le livre de Crick continue de le perturber. L'hypothèse stupéfiante de Francis Crick m'a vraiment captivé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il énonçait de façon catégorique que la science avait complètement écarté l'existence du libre arbitre. Je n'étais pas vraiment persuadé que ça méritait un tel degré de certitude. Les idées de Francis Crick n'ont fait que gagner en popularité au fil du temps. Alors, il y a quelques années, Jonathan a commencé à mener des expériences pour voir comment ce message purement déterministe affectait le comportement des gens. L'expérience d'aujourd'hui va mettre à l'épreuve la moralité d'un groupe d'étudiants. Mais avant, ils seront exposés à des messages sur la nature du destin et du libre arbitre. À la fin de l'expérience, ils rempliront un court questionnaire en échange d'une pièce d'$1 qu'ils prendront dans ce bocal. Certains des étudiants lisent des affirmations censées faire naître chez eux le sentiment qu'ils sont les jouets de la biologie et du destin. D'autres lisent des affirmations renforçant leur croyance en l'existence du libre arbitre. Ensuite, on fait passer à tous les participants un test cognitif. Mais avant qu'ils ne le rendent, Jonathan prétend devoir partir. Mince, je suis en retard. Tu vas devoir corriger le test toi-même. Voici les réponses. Attribue-toi $1 pour chaque réponse correcte. D'accord? Les messages lus plus tôt par les étudiants affecteront-ils leur comportement? La plupart des étudiants n'ont trouvé qu'une ou deux bonnes réponses. Certains se rétribuent en conséquence. Mais d'autres prennent plus que leur dû. Les étudiants ayant lu que le libre arbitre n'existait pas ont systématiquement pris plus de pièces que ceux n'ayant pas lu ce message. Si vous dites aux gens que le libre arbitre n'existe pas, dans une certaine mesure, cela sape leur capacité à agir de façon morale. Selon Jonathan, croire que l'on n'est que des pions sur un échiquier cosmique donne aux gens une excuse pour mal agir. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas de libre arbitre.
Une autre possibilité est que ça les déstabilise en quelque sorte. Normalement, ils font preuve de libre arbitre. Mais quand vous leur dites que ça n'existe pas, ils n'ont pas l'énergie de résister à la tentation de tricher. Comme toute personne pensante, Jonathan a ses propres idées sur le libre arbitre. Il conçoit que nous sommes modelés par la génétique, la société et les fonctionnements profonds de l'univers. Mais pour lui, cela n'exclut pas l'existence de choix délibérés. De mon point de vue, le libre arbitre ressemble beaucoup à la navigation. Quand vous faites du bateau, vous êtes ballotté par les courants, le temps, le vent. Mais même si vous ne pouvez pas forcément contrôler votre position à tout moment, si vous faites correctement votre bord, vous finissez grosso modo là où vous voulez aller. C'est la théorie de Jonathan. Mais ni lui ni personne d'autre ne peut l'approuver. On en sait beaucoup plus sur la nature de la conscience humaine et de la réalité, sur la physique, etc. Toutefois, étant donné tout ce qu'on ne sait pas, il faut être très prudent avant d'écarter complètement l'existence d'une chose aussi fondamentale que le libre arbitre. C'est bien de garder cette option ouverte, de laisser aux gens la possibilité d'y croire parce que le libre arbitre, ou du moins la croyance en son existence, semble leur apporter beaucoup. Que l'univers contrôle ou non notre destin, les hommes s'interrogeront toujours. Pourquoi telle chose se produit-elle? On cherchera toujours à changer notre sort, parce que même s'il est prédéterminé, on ne le connaît pas, et on ne le connaîtra probablement jamais. Chaque jour nous apporte une nouvelle chance de le découvrir et de nouvelles occasions de prendre le contrôle, illusoire ou pas, de notre destin.